On a vu la photo sur le. Ah ouais. Elle est belle. Ensemble. Non. Oui, ah, le marrant.
Bien, mes chers collègues et amis, je vous propose de vous installer. Y compris Emily Nels, y compris. Je vous en prie, installez-vous. Jacques Augustin, Jean-Michel Barra a donné pouvoir à Alain Coloppe, Arnaud Brunet, Martine Daguerre, Manuel da Silva, Laurent Delpech, Laurent Direz. Yann Dubosc aura quelques minutes de retard. Christine Gibert, donc c'est son suppléant Alain Coloppe qui la représente. Patrick Guichard, c'est son suppléant Alain Galpin. Pascal Leroy. Patrick Maillard a donné pouvoir à Alain Galpin. Denis Marchand. Mireille Munch. Marc Pinotto. Christian Robache. Tony Salvaggio, c'est sa suppléante, pardon, Catherine Tournu, qui le représente. Laurent Simon. Nathalie Tortra. Sinclair Vouriot. Elle n'est pas là, Catherine? J'ai pas vu. Laurence Audibert. Régine Bory. Nadine Bress a donné pouvoir à Isabelle Moreau. Alain Chilewski. Bernadette Collin est absente, excusez. Ghislaine Courret a donné pouvoir à Christian Robache. Jacques Delporte. Lorraine Després. Ah, pardon, je ne t'avais pas vu, Lorraine. Joël Devillard. Serge Dujarrier. Sébastien Duplan. Martine Duvernois a donné pouvoir à Loïc Masson. Baptiste Fabry a donné pouvoir à Amandine Roujas. Bouchra Fenzar a donné pouvoir à Jean-Paul Michel. Natacha Grégoire. Thibaut Guillemet. Lavie Am. Elle n'est pas installée encore, mais pas là. Romain Elfer a donné pouvoir à Patrick Jaillet. J'ai pas vu Patrick. Ah, pardon, je t'avais pas vu, Patrick. Patrick Jaillet. Franck Lemilour, Voiret. Martine Lefort. Édouard Leroy. Loïc Masson. Oui, déjà présent. OK. Fatna Mikidish. J'ai pas vu. Valérie Michaud. Isabelle Moreau. Émilie Netz. Kanen Nguyen. Marc Nouguerol. Nathalie Nutin. Olivier Pajot a donné pouvoir à Patrick Roulet. Antonio Pinto da Costa. Catherine Ribaille. Amandine Roujas. Patrick Roulet. Claude Vérona. Jean-Marc Vakoviak. Aude Zafour a donné pouvoir à Laurent Delpech. Jean-Paul Zita. Je vais oublier personne. J'ai appelé tout le monde. Eh bien, nous avons très largement le quorum et nous pouvons débuter l'ordre du jour, la séance. Ah, le secrétaire de séance qui est Loïc Masson. Tu es d'accord pour prendre le secrétariat de séance? Merci. Le procès verbal du Conseil communautaire du 26 février. Y a-t-il des remarques? Le vote est ouvert.
Tiens, ça n'a pas fonctionné. Ah bah attends, je suis là. Ah, j'ai un petit problème de fonctionnement. Voilà, ça y est. C'est bon. Installation de nouveaux conseillers. Pardon. Ah, Madame Tournu. Ah, elle n'est pas là. Elle n'a pas répondu à l'appel. Elle n'est pas là. Attendez, on va peut-être la retirer pour que ce soit comme ça. Oui, on va retirer Catherine Tournu et on revote? Non, non, c'est bon. C'est pris en compte. Installation de nouveaux conseillers communautaires, donc il n'y a pas de vote. Donc, suite à la démission de quatre conseillers communautaires, je vous prie de bien vouloir accueillir Bernadette Collin, euh, Édouard Leroy, Lavie Ham et Kanen Nguyen, qui sont donc installés. Là, il y en a deux qui ne sont pas là ce soir. Deux personnes ne sont pas là ce soir, mais elles sont installées en tant que nouveaux conseillers, conseillères communautaires. De nouveaux membres délégués et suppléants au CIEMU. Alors, donc on doit suppléer, enfin pas suppléer, mais désigner Monsieur Comparet, donc qui va siéger donc dorénavant au CIEMU, et Madame Croisier, qui remplace Monsieur Comparet, qui était suppléant, et donc il devient nouveau représentant, et sa suppléante est Rebecca Croisier. Toujours dans le domaine des syndicats, concernant Seine-et-Marne. Ah, faut voter? Ah oui, c'est une désignation, ce n'est pas une installation. Le vote est ouvert. Régine Bory et Monsieur Leroy. Édouard Leroy. Merci. Désignation de nouveaux représentants au sein de Seine-et-Marne numérique. Donc titulaire Laurent Delpech, titulaire proposé Christian Robache, titulaire proposé Alexandre Bouzet, et en suppléant Laurent Grosbois, Alain Colop et Sébastien Fleury. Il y a une question. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues. J'ai une remarque de Monsieur Pajot, si vous me permettez de la lire. Bien sûr. Donc, Monsieur Pajot vous demande, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait ce remplacement alors qu'il n'y a pas eu de démission? Et Monsieur Pajot s'inquiète de Monsieur Robache, qui a déjà de nombreuses fonctions opérationnelles, maire de Montévrain, président du CIETREM, vice-président de l'agglomération et du département. Est-ce que c'est la bonne personne pour occuper ce poste en termes de disponibilité? Voilà la question de Monsieur Pajot. Merci, Monsieur le Président. Comme je suis pas là. Alors, Oui. je vais vous passer bien sûr la parole à Christian Robache qui vous répondra. Simplement, il n'y a pas besoin qu'il y ait des démissions pour changer les représentants dans ce type de syndicat. En revanche, Christian Robache va vous dire un petit mot, le pourquoi nous souhaitons et il souhaite siéger à ce syndicat. Oui, mais merci Monsieur le Président. Déjà rassurer Monsieur Pajot que je suis à la retraite, donc je suis pas tout à fait sénile. Par contre, et je peux occuper certaines fonctions, effectivement, je n'avais pas prévu de pouvoir siéger au sein du syndicat de Seine-et-Marne numérique, mais c'est pour des raisons plutôt départementales. Vous savez que j'ai en charge, en tant que vice-président, le bouclier de sécurité. Nous sommes aussi dans une installation et dans un projet de centre de supervision départementale qui nécessite aussi des alliances avec d'autres départements pour pouvoir justement représenter le département au sein même d'une centrale d'achat commune avec d'autres départements franciliens. Et c'est pour des raisons plutôt techniques, pour appuyer en tout cas cette mission qui n'engendre pas non plus un surplus, en tout cas de mon agenda. Vous pouvez rassurer Monsieur Pajot, mais je le rassurerai peut-être mercredi en conseil municipal. Merci beaucoup. En tout cas, je tiens à remercier
évidemment tous mes collègues qui ont pu me permettre ce changement un peu à la dernière minute, mais surtout à la demande de ces démarches numériques et des instances départementales. Merci beaucoup. Merci Christian. Le vote est ouvert. Alors, point numéro 5. Donc, on attaque les phases budgétaires. Alors, déjà, une question de terminologie, de rapprochement. Je rappelle, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont pas forcément au courant, qu'il y a maintenant un compte financier unique qui regroupe le compte de gestion et le compte administratif. Il y a encore, l'année dernière encore, nous étions obligés de voter les deux séparément, ce qui, c'est vrai, n'avait quand même pas grand sens, hein, puisqu'il s'agit des mêmes documents. Mais il est important de voir que maintenant, on votera sur un seul et même document qui s'appelle compte financier unique. Eh bien, sans plus attendre, je passe la parole à Mireille, qui est donc, je le rappelle, première vice-présidente Marne-et-Gondoire, notamment en charge des finances, et qui a un petit mot à nous dire. Nous allons donc au préalable, nous allons donc vous présenter un budget pour 2024, ce qui s'inscrit dans toutes les orientations que nous avons définies lors du dernier conseil. Deux grandes tendances pour 2024, la poursuite de tout notre programme d'investissement et la mise en place d'un fonds syndicat de transport. Donc là, vous avez la panel, le panel plutôt des dépenses par politique publique avec notre dette qui est le vert clair tout là-haut, qui représente 1% de 50%. C'est-à-dire que il y a 0,5% de notre budget de fonctionnement qui sert à couvrir les frais financiers. Une dette maîtrisée, alors ça, ce sont les fameux ratios que nous avons, ratios qui sont plutôt très bons à 100%, avec une dette non risquée. Alors, nous avons des soldes intermédiaires de gestion qui sont en progression avec l'effet GEMAPI que nous avons eu en 2020 et qui stagnent ces dernières années, mais qui nous permettent quand même d'investir assez massivement sur des opérations très, très un PPI assez ambitieux. Et vous avez ici le découpage. Alors ça, je vais en parler un peu plus tout de suite après. Vous avez le budget vert, qui est une obligation pour les collectivités à compter 2024, de distinguer les dépenses vraiment favorables pour l'environnement, des dépenses qu'on va appeler mixtes et des dépenses plutôt neutres. Cette codification de couleurs, on le voit avec cet exemple ici sur les modes doux où l'État nous demande maintenant on s'est reposé sur le fonctionnement de l'État au niveau du budget vert à travers 5 prismes de lecture: l'atténuation climat, l'adaptation climat, l'eau, les déchets, pollution, biodiversité. Ça fait 6, c'est pas 5. Et avec chaque item, on détermine si l'opération d'investissement est plutôt favorable, si elle est défavorable pour l'environnement ou si elle est neutre. Et à la fin, on détermine si l'action est globalement favorable pour l'environnement ou globalement défavorable. Et c'est le graphique que l'on a eu tout à l'heure qui dit que les actions de Marne-et-Gondoire sont dans la grande majorité favorables à l'environnement. Alors elles sont favorables déjà parce qu'on consacre près d'un tiers du budget sur l'environnement. Un autre volume très important sur les déplacements, puisque nous avons été reconnus une collectivité assez avant-gardiste sur le RERV ou le VIF. Nous dépensons aussi des investissements sur le patrimoine. C'est important d'entretenir le patrimoine que nous avons, de plus en plus important, avec des compétences de plus en plus importantes. Et nous investissons aussi dans le développement économique, dans l'habitat et dans les équipements publics. Alors, un graphique qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est deux entités totalement séparées, mais c'est vrai que la SPL est une entité déléguée de Marne-et-Gondoire, et donc l'aménagement du territoire porté par la SPL, si on l'intègre dans notre budget, fictivement, fait que l'aménagement du territoire est quand même une masse assez importante des investissements de l'agglo. Alors, comme vous le voyez à l'écran, nous avons un résultat global qui est de 1 million d'euros, qui est en diminution par rapport aux années passées, mais
qui s'explique aussi par un PPI relativement ambitieux que vous portez. Donc ça, c'était sur on va dire le compte administratif. Alors maintenant, c'est un compte financier unique parce que vous avez le compte de gestion qui va avec le compte administratif. Euh, Avez-vous des questions déjà sur le budget principal? Alors, je continue. Donc, budget 2024. Donc là, on va faire une succession De de, compte financier unique. de documents. Donc, la reprise du résultat. Donc, on retrouve notre fameuse reprise du résultat qu'on a vue tout à l'heure. Nous avons toutes les APCP. Alors, je vous rappelle que l'agglomération en termes d'investissement est organisée autour des APCP. Les APCP, c'est des autorisations de programme crédit de paiement. C'est pour éviter d'avoir un portage financier en fin d'année sur des reports qui pèsent dans le budget. L'idée, c'est de pouvoir vraiment raisonner au montant réellement dépensé dans la collectivité euh, et sans obérer de résultats par des engagements extra-budgétaires. Donc, nous avons les différentes opérations. Donc, ça, c'est les opérations classiques que nous avons déjà. Donc, les bâtiments, l'aménagement, le pôle solidaire, le réseau d'eau pluviale, le pôle médical d'Amar avec une clôture en 2024, les bassins, phase 1, c'est la GEMAPI, milieu humide et aquatique, barrage, digues, bassins et rétention des fossés, le bord de Marne, Montévrain, l'Orangerie, le schéma directeur des liaisons douces 2023-2032, la MSP collégien, maison de santé, la maison de santé du conservatoire et le conservatoire de Torigny, donc des nouvelles opérations qu'on a définies lors de la dernière conférence des maires. Le centre aquatique intercommunal situé à Bussy-Saint-Georges, alors 200 000 euros, c'est pas le montant de la DSP, mais c'est parce que comme nous sommes en consultation, on ne va pas donner d'indication sur le montant de l'opération. Transition énergétique, alors ça c'est quelque chose qui va un peu rythmer la soirée. C'est vrai que enfin, le contexte tant inflationnisme de l'énergie ou tant le besoin quand même enfin, la responsabilité par rapport à la transition écologique nous amène quand même à avoir des déclinaisons opérationnelles et notamment la transition énergétique sur nos bâtiments pour pouvoir investir. Donc on a consacré un montant d'autorisation de programme de pratiquement 14 millions qui s'échelonnera sur les prochains exercices pour nous permettre de répondre à notre besoin de pose de photovoltaïque ou d'isolation de bâtiments. Transition écologique, développement économique ZAE. Alors ça, c'est des opérations qui étaient gérées hors APCP avant et qui le sont maintenant. Oh là là, c'est chiant ça. Non, c'est bon. Passe, passe. Alors, le vote du taux de la tonne 2024. Alors, ça fait un peu saccadé, je m'excuse. Donc, ça, recevons un appel de fonds de la part du CIETREM et un appel de fonds de la part du CIETOM, qui s'organise pour Pontcarré, qui nous envoient leurs besoins budgétaires et nous le traduisons à travers la taxe d'ordures ménagères. Le taux qui est appelé aujourd'hui, qui est le taux intercommunal du socle optimisé, on va l'appeler, c'est 5,93%. À ce taux, on additionne des taux individuels, déchets verts, déchets communaux et l'épave, et ça vous donne le taux de tome 2024. La taxe GEMAPI, donc ça, c'est le produit que nous avions instauré les dernières années, qui n'évolue pas. Les subventions 2024. Alors, nous avons Nord-Seine-et-Marne, Initiative Fonctionnement Investissement. Nous avons le Relais Jeunes et une participation que nous versons à l'association. Le réseau Entreprendre au titre de la compétence du DEVECO. L'émission locale, c'est une compétence que vous avez prise il y a 2 ans. Des provisions pour les associations, qui est assez classique. Une subvention effort fiscal des communes, ça c'est quelque chose qui avait été mis en place l'année dernière. Aussi une participation sur l'effort fiscal porté par les communes à hauteur de 50%. Toujours dans la transition écologique, c'est-à-dire que les communes qui souhaitent mettre en place des dispositifs d'exonération fiscale pour leurs habitants qui font des travaux d'économie d'énergie, eh ben nous assistons, nous, la commune, à hauteur de 50% sur son effort fiscal. Il y a aussi les subventions vélo. Donc ça, c'est un complément de la subvention de la région qui a été mis en place l'année dernière.
Nous avons aussi étendu nos compétences sur le sport de haut niveau. Il y a maintenant 2 ans, et nous assistons les associations au sport de haut niveau. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. 50 000 euros. Et nous avons aussi un complément de subvention dossier émeute pour 10 000 euros. Alors, tout ça fait le budget 2024. L'addition de tous ces documents font le budget 2024, équilibré à hauteur de 140 millions d'euros. On retrouve le fameux poids de la TVA dans nos recettes de fonctionnement à hauteur de 40%. C'est vraiment très important, hein, parce que enfin, la TVA, on ne la maîtrise pas. La consommation des ménages, on la maîtrise pas. Et ce qui nous emmène des difficultés dans l'évaluation de nos recettes futures par rapport à la TVA. Comme nous avons de nouveaux conseillers communautaires, rappelle bien, la TVA, ce n'est pas sur la valeur ajoutée qui est créée sur le territoire, mais c'est sur un ratio qui est affecté, qui nous est affecté sur la TVA globale nationale. Ça, c'est quand même un petit problème pour nous, pour notre dynamique de territoire. Tout à fait. C'est vrai que quand le gouvernement, enfin l'État avait supprimé la taxe d'habitation, il avait dit je vous la compense par de la TVA. Quand il a supprimé la cotisation valeur ajoutée, il l'a compensé par de la TVA. Et la TVA, en fait, c'est un pourcentage de la TVA nationale. On est à 0,000 quelque chose de poids de TVA nationale. Et on est complètement tributaire de la consommation des ménages à l'année. Ça fait quand même 2 ans où on nous estime un montant au niveau de la transmission des états fiscaux et qu'on nous dit que ce montant est faux et qu'on nous le diminue de 200 000 euros. Et on a reçu d'ailleurs la semaine dernière un courrier déjà qui nous dit que le montant de TVA notifié 2023 était trop important par rapport au réellement perçu par les collectivités et qu'on aura 200 000 euros à rembourser sur la TVA de cette année. C'est-à-dire que c'est la difficulté d'avoir une recette sur laquelle on est vraiment sur du calcul hypothétique. Et quand l'État fait son budget national, ben, son budget repose sur des hypothèses de croissance. Et on les entend de temps en temps aux informations qui sont des fois surélevées par rapport à celles qui sont réelles. Et comme notre recette à hauteur de 40% repose sur ces hypothèses de croissance, ben, nous sommes super tributaires de ça. Une constance, la diminution de la DGF, ça ne change pas. Des autres recettes de fonctionnement, alors ça, c'est l'interventionnisme d'État, notamment on a des compensations fiscales, donc des exonérations d'entreprises, industries qui ont été portées à hauteur de 50% et qui viennent diminuer notre produit, mais qui sont compensées. Et alors là, il n'y a pas d'effet base, pas d'effet taux, c'est un montant figé. Alors, un petit commentaire aussi, hein. Vous avez entendu, et on entend depuis quelques jours de manière très très forte, l'état des finances publiques françaises est vraiment très mauvaise et le président de la République a annoncé que très certainement les collectivités, les budgets des collectivités seraient mis à contribution. Voilà. Et alors on le voit. Ah, attendez, j'ai été trop vite là. On le voit à travers cette diapo-là sur le prélèvement. Dans le prélèvement, vous avez le fonds de péréquation intercommunale que nous partageons avec vous. Euh, c'est une des pistes évoquées pour renflouer les caisses de l'État, parce qu'en fait, c'est un fonds de péréquation qui nous est prélevé, alors qui est reversé à d'autres. Mais il y a d'autres prélèvements à côté qui sont destinés à l'État, et c'est une des pistes évoquées pour finalement améliorer le budget de l'État, c'est-à-dire de toute façon, il faudra bien financer, il faudra bien aider aux critères de Maastricht de l'État français. Et l'État français, c'est l'État, les collectivités et la Sécu. Et tout ça cumulé, ça a été annoncé plusieurs fois, il y aura des efforts à faire. Alors, on ne sait pas sous quelle forme, mais en tout cas, dans les prochaines années, nous serons confrontés à ces exigences budgétaires de la part de l'État, rien que pour que sa note ne soit pas dégradée et qu'on ait des intérêts financiers plus importants à payer après. On est toujours sur un 50-50 hein, que nous percevons. Enfin, nous percevons 100 et nous reversons 50% globalement à peu près. 50% aux communes à travers l'attribution de compensation et à travers d'autres prélèvements. Et je reviens juste sur les prélèvements. Les prélèvements reposent sur un critère qui est totalement
enfin imbouffable, hein, ce qui s'appelle le coefficient d'intégration fiscale. Et c'est vrai que nous avons depuis des années fait en sorte que ce coefficient d'intégration fiscale soit important, soit à travers des prises de compétences, soit à travers notamment la TOM, parce que le fait de percevoir la TOM à la place des communes fait que nous avons dit augmenter ce coefficient d'intégration fiscale et donc diminuer votre charge commune au titre de prélèvements fiscaux. Alors, nos fameux 50% charges directes, elles sont organisées à travers plusieurs pôles de la masse salariale, des prestations de services frappées par l'inflation et des cotisations au syndicat de transport, au SDIS ou à l'OTMG ou à d'autres partenaires. Et nous avons nos intérêts de la dette à hauteur de 2%. Alors, on retrouve le même graphique que tout à l'heure avec les charges propres de Marne et Gondouin, donc toujours le poste ressources avec la mutualisation de services croissants. Nous avons ensuite la musique, l'art plastique, l'environnement, le DevEco, déplacement. On retrouve la même proportion hein, qu'au compte administratif. Il y a une stabilité dans le volume de nos dépenses. Nous avons une charge de la dette qui évolue légèrement. Nous avons eu bénéficié pendant des années de taux bas, voire zéro, puisque nous avons une banque qui nous avait changé un taux en taux zéro, parce que le taux était négatif depuis des années, il nous avait mis un taux zéro. On a eu de la chance, parce que finalement, aujourd'hui, les taux augmentent. Mais on a une partie de notre dette qui est exposée au taux variable, même si elle est saine. C'est un taux variable simple, mais il n'empêche que quand les taux augmentent, on a une participation aux intérêts de la dette qui augmente. Et nous avons aussi un remboursement en capital plus important parce que comme nous avons un PPI relativement ambitieux, il faut bien le financer. On le finance à travers des subventions, mais on le finance aussi à travers de la dette. Alors, nos soldes d'impayés de gestion, ça je les passe vite fait parce que c'est purement indicatif et ça nous permet d'investir sur les projets que nous avons ici. Donc, près de 80% des dépenses d'investissement sont liées aux opérations d'investissement en dur. Et nous avons limité notre remboursement en capital à hauteur de 5% du poids de l'investissement, ce qui est quand même relativement peu par rapport aux sommes investies en face. Le détail des opérations, vous l'avez dans la note de synthèse, c'est le reflet des APCP que nous avons détaillés tout à l'heure. Et nous avons, pour financer ces dépenses, nous avons des recettes d'investissement. Un autofinancement de hauteur de 50%. Donc ça, c'est mon solde entre mes recettes de fonctionnement, mes dépenses de fonctionnement. On se force en tant que collectivité de projet à épargner de manière importante pour pouvoir remettre ça directement dans le budget d'investissement. Nous avons des subventions à hauteur de 20%, ce qui est relativement important, parce que nous avons tous nos partenaires financiers ont des difficultés budgétaires, que ce soit le département ou la région, mais on les remercie, parce que c'est comme des acteurs importants en termes de subventions. Nous avons du FCTVA et nous avons un quart de notre budget qui est financé par de l'emprunt. C'est un montant plafond, puisque l'idée, c'est de ne pas tirer cette enveloppe d'emprunt afin d'optimiser notre budget. La gestion en APCP, on en reparlera l'année prochaine, hein, mais notre gestion en APCP permettra de limiter justement ce recours à l'emprunt, puisque nous aurons besoin d'un emprunt juste pour financer des opérations réalisées et pas des restes à réaliser dans le budget. Alors, nos opérations d'investissement, elles sont toujours organisées autour des 7 items que vous avez à l'écran. Aménagement du territoire, politique des déplacements, développement économique, gestion des eaux pluviales, valorisation de l'environnement, de l'habitat et du logement, la valorisation du patrimoine et les équipements publics. Tout ça, ça se fait, c'est cohérent avec ce que nous avons, enfin, ce que les élus ont défini lors de la conférence des maires de décembre, avec quand même beaucoup d'opérations. Alors, c'est moins lisible, mais vous avez tout le détail dans la note sur toutes les opérations gérées en APCP. Nous retrouvons cette fameuse étiquette du budget vert. Le budget vert, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est avec la logique de favorable, défavorable, neutre et mixte. Je reprends.
Par exemple, un exemple, la passerelle qui séparera Ferrières et Bussy-Saint-Georges, passerelle d'ailleurs qui sera réalisée, les travaux commencent, là vous avez vu le marquage au sol, et qui sera réalisé au courant de l'automne 2024. Donc passerelle de Ferrières que nous arrivons à déterminer comme favorable, puisque finalement elle atténuera et elle s'adaptera par rapport au climat, le fait qu'on y aille à pied ou en vélo. Elle sera neutre au niveau de l'eau et des déchets, parce que finalement ça ne changera rien. Et les pollutions, ce sera plutôt favorable, puisqu'elle nous permettra de prendre le vélo plutôt que la voiture. Voilà, donc c'est cette logique de budget vert que l'État nous a demandé de faire pour nos budgets communaux, que vous aurez aussi l'obligation de faire, et qui vous permet et qui nous permet de valoriser une dette verte. Donc aujourd'hui, on a une dette verte estimée à hauteur de 6 millions d'euros. Donc la communauté d'agglomération compte investir son enveloppe d'investissement, mais cette enveloppe sera financée à hauteur de 6 millions avec de la dette verte. Alors, vous avez constaté qu'on a balayé quand même un certain nombre de sujets, mais en deux grandes parties, hein. Donc, il y avait les comptes financiers uniques sur lesquels, déjà, on va vous consulter. Y a-t-il des questions sur cette partie de compte administratif ou compte financier unique? Est-ce que vous aviez des questions sur ces sujets de résultats? Alors, dans ce cas, je vais passer la présidence à Mireille et puis m'absenter le temps que vous puissiez vous positionner, voter sur les points normalement de 6 à 10. Ben, nous allons attendre que Monsieur le Président sorte. Nous allons donc passer au vote pour le budget principal pour le compte financier unique 2023. Il manque. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'était Jean-Paul. Merci. Pour le budget assainissement, nous allons passer au vote pour le compte financier unique 2023. Pour le budget eau potable, nous allons passer au vote pour le compte financier unique 2023. Pour le budget foncier, nous allons passer au vote pour le budget foncier compte administratif 2023. Oui, parfait, merci. Pour le budget enseignement musical, aide associée compte financier unique 2023, nous allons passer au vote. C'est bon. C'est bon. Je voudrais juste vous signaler que tout ça a été fait, bien fait, tous ces budgets, je les ai vus avec Monsieur le Président Guillaume et moi-même, mais je voudrais vous dire que tout le travail particulier de tous ces budgets a été fait par Guillaume Mublé, que je remercie beaucoup pour son travail. Et Monsieur le Président revient. Tout a été voté, Monsieur le Président. Merci Mireille, merci de votre confiance. Donc maintenant, on en est au point numéro 11, c'est ça la reprise du résultat, hein? Reprise du résultat pour le budget 2020, enfin le résultat de 2023 pour le budget 2024. Le vote est ouvert. Je vous remercie. L'actualisation des APCP.
Le vote est ouvert. Yann. Le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Une question. Oui, Loïc Masson, parce que je ne te voyais pas que contre le jeu. Pas de problème, merci. Une question l'année dernière, on avait voté une augmentation de cette taxe, due notamment à ce qui était arrivé. Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu ce qui engendre cette augmentation, puisqu'on a un taux, alors j'ai plus le taux, je crois que c'était 5,76 et on est Alors, le taux était de 5,86, et il à est passé 5,93 à maintenant. 5,93, ça fait 1,19% d'augmentation du taux, ce qui est extrêmement faible. Christian, tu veux dire un petit mot, expliquer la situation actuelle et les projets du Sietrem? Alors, concernant les projets du Citrem, ils sont très simples. Évidemment, nous avons de plus en plus de demandes pour faire la collecte des encombrants à la demande. Ça, c'est une autre affaire. Nous sommes aussi dans une DSP, en cours d'une DSP de 26 ans euh, sur, euh, sur l'UVE. Vous savez qu'on va changer les deux fours. Il y en a pour 186 millions d'euros, je vous le dis juste comme ça, avec 8 ans de travaux. Il y a le renouvellement, on vient de renouveler en tout cas le marché du centre de tri, hein, qui fonctionne de plus en plus et qui a quand même augmenté sa capacité. Et nous avons aussi euh, prochainement un marché ouvert sur la collecte, enfin en tout cas un renouvellement de marché sur la collecte qui est très important. En ce qui concerne les projets du CITREM, nous avons mis en avant et nous voterons le budget demain soir sur un projet qui concerne aussi une plateforme d'accélération de compostage. Nous avons évidemment prévu un budget pour ce projet de réalisation. Et puis nous avons d'autres projets en particulier, sachant que nous collectons de plus en plus. Nous avons aussi ce qu'on appelle les dépôts plus plus, hein, les dépôts sauvages que vous voyez un petit peu à droite et à gauche et que nous relevons de plus en plus dans certaines communes et sur les 31 communes. Et puis surtout sur les dernières actualités, au-delà évidemment de tout ce que vous pouvez connaître sur le CIETREM, nous avons été interrogés, vous savez que j'ai pris mes fonctions le 9 septembre 2020, et nous avons été interrogés, en tout cas, euh, je dirais interpellés, en tout cas par la DGFiP, sur évidemment sur la récupération de la TVA, parce que vous savez que au niveau du CITREM, vous avez des recettes et on a de la production. Et comme je le dis souvent, c'est qu'un syndicat doit surtout avoir des recettes pour pouvoir exister. Et c'est surtout un producteur d'énergie renouvelable. Donc, en ce qui concerne ce rescrit, nous avons missionné un cabinet qui est spécialisé en fiscalité pour conduire un audit sur ce sujet et surtout, encore une fois, interpellé par la DGFiP. Et il en est ressorti que le mécanisme, en tout cas, de la récupération de la TVA, n'était pas en parfaite concordance avec la diversité des activités du CIETREM et en tout cas avec les règles fiscales. Donc ça, il y a eu quand même des interrogations et afin en tout cas de sécuriser et surtout pour la bonne application de la fiscalité et de ne pas être dans l'illégalité, il s'est avéré indispensable en tout cas d'échanger avec les services des impôts, pardon, et nous les avons saisis officiellement demandant donc un rescrit fiscal qui détaille les mécanismes d'éligibilité de nos activités. Et l'administration fiscale nous a répondu au printemps 2023. Donc, vous voyez, 2021-2023, il a fallu quand même un certain temps ou un temps certain avec une mise en œuvre au 1er janvier 2024. Donc, les conséquences, c'était très simple. C'est qu'au-delà des projets, au-delà de ce qu'on peut faire au CIETREM, l'application des nouvelles règles en matière de TVA représente une augmentation globale des dépenses de fonctionnement du CITREM d'environ de 2,5 millions d'euros, ce qui est quand même assez énorme pour l'exercice 2024. Et cette hausse concerne évidemment principalement les activités de collecte et de traitement des ordures ménagères résiduelles. Donc les 31 communes adhérentes au CITREM, vous savez qu'on a 31 communes, hein, 310 000 habitants,
sont toutes impactées évidemment proportionnellement à leur population. Donc la CMG qui représente 36% en tout cas de la population totale du territoire du CITREM, l'impact financier a été évalué à environ 900 000 euros en fonctionnement, ce qui nous a représenté lors du bureau communautaire du 11 mars, où j'étais pas là, mais je sais que Marc Savelli, DGS, était là, et qu'il y a eu certains débats, mais j'ai suivi ça à 600 km, j'ai suivi quand même le débat de très près. En tout cas, vous savez que depuis le début du mandat, on essaie d'améliorer un maximum, en tout cas, tous les services et la qualité des services rendus par le CIETREM auprès des communes, et en maîtrisant évidemment tous les coûts. Alors, et dans d'autres projets, je ne vous ai pas évoqué, mais il y a des futures déchetteries, et j'espère que certaines villes pourront répondre en tout cas à cette évolution, parce qu'on en a vraiment besoin. En fin de compte, il était surtout important de se mettre avec ce rescrit fiscal en totale concordance avec les services de l'État, parce que si je ne le faisais pas, ou si les services de Citroën ne le faisaient pas, on avait une amende de plus de 10 millions d'euros, qui aurait été encore un impact supplémentaire et surtout démesuré par rapport à l'ensemble, évidemment, du territoire du Citroën. Donc voilà, donc ce qu'on a décidé, effectivement, pour que l'impact soit un peu plus modéré et en accord avec les maires. Enfin, moi, j'ai fait un courrier, en tout cas un petit message auprès des maires qui ont approuvé cette méthodologie. Puis je pense que le but aussi de Marne-et-Gondoire et surtout l'essence même de Marne-et-Gondoire, c'est d'avoir du dialogue et de faire en sorte que on puisse trouver des vraies solutions. Donc, il a été décidé que le montant supplémentaire à la charge de la CMG, au lieu des 900 000 euros, serait de 400 000 euros sur le budget de fonctionnement, tout simplement, et que sur le reste des années du mandat, on pourrait étaler évidemment ces fameux 900 000 euros de ce fameux rescrit fiscal. Voilà, voilà ce qui s'est réellement passé. Euh, Sachez quand même, par rapport à ça, c'est que certains peut-être peuvent croire que le CIETREM a une trésorerie, si je peux m'exprimer ainsi, très confortable. Mais vous savez que le CIETREM, dès qu'on commence à mettre un projet en place, les millions fusent. Et on n'est pas qu'à coup de 1 million par-ci, 1 million par-là, mais c'est à coup de dizaines, voire de vingtaines de millions par-ci et par-là. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur le CIETREM. Très complet, merci Christian. On constate factuellement qu'effectivement les services du CIETREM se sont développés, améliorés et qu'il y a encore beaucoup de marge de progression puisqu'il y a des projets. Oui, 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 oui. Ah non, non, mais je ne peux pas en reparler à chaque fois parce que c'est trop de bonheur, j'ai les larmes aux yeux. Alain Silevski. Oui, il me semble avoir vu tout à l'heure sur un tableau qui a été présenté que le taux justement de TOM n'est pas le même pour toutes les communes. À quoi ça tient? Il y a des services obligatoires et il y a des services optionnels, tout simplement. Voilà. Oui, déchets verts. C'est bon. Le vote est ouvert sur ce taux. La GEMAPI, c'est simple, hein, donc le taux proposé est le même au cours de ces dernières années. Le vote est ouvert. Les subventions, c'est un terme très générique là, en ce qui concerne Marne-et-Gondoire, qui ont été détaillées tout à l'heure, notamment une qui est très intéressante pour accompagner les communes qui veulent exonérer certains propriétaires de leurs taxes foncières pour permettre un investissement permettant de diminuer les consommations d'énergie. Le vote est ouvert. Le fonds de soutien, pardon. Ah, oh bien appuyé. La création, là, donc c'est une nouveauté évidemment qu'on compte reconduire et peut-être développer. Soutien à transition écologique du territoire qui vous a été présenté. Le vote est ouvert.
Merci. Pierre va prendre quelques minutes pour vous présenter l'école du climat. Hein, l'idée, c'est d'offrir des formations aux élus et qui vont pouvoir ainsi être plus performants dans leur commune et évidemment bénéficier de plus en plus d'aide de Marne-et-Gondoire. Pierre, je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors, dans la continuité de l'accompagnement des communes vers la transition écologique, on a eu l'occasion de rencontrer l'école du climat, qui a un format de formation assez intéressant et qui s'adresse à la fois aux élus et à la fois à vos agents. Donc, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas globaliser et vous proposer à tous de vous former. Donc, Marne-et-Gondoire a souscrit auprès de l'école du climat. Je prends la slide suivante. Et donc, on est une formation sur un format court, un peu comme l'émission C'est pas sorcier. Donc, des petites vidéos de 3 à 4 minutes, assez ludiques, qui vous permettent après de répondre à un petit quiz, voir si vous connaissez, si vous avez compris comment ça fonctionne. C'est accessible à tous les agents, à tous les élus, accessible à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'appeler Jean Covici pour comprendre de quoi on parle. Chaque élu, chaque agent aura un code qui lui permettra de suivre sa formation chez lui, hein, parce que c'est un web, hein, quand il veut, au boulot, si vous lui permettez de le suivre au boulot, quand il veut, quand il peut, quand il a le temps d'avancer. Et après, il y a des cours principaux, et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a encore des cours additionnels. Suivante, s'il vous plaît. Donc, on part, les sources, bah, vous voyez, c'est quand même assez scientifique, hein. Les cours sont basés sur le GIEC, sur l'ADEME, The Shift Project. Donc ça, c'est Jean Covici, si vous ne connaissez pas. Le Haut Conseil du climat, le CEREMA. Et vous verrez aussi des témoignages, des exemples qui ont été faits par soit des élus, soit des techniciens. Alors là, vous voyez un maire, mais vous verrez aussi des techniciens et vous verrez aussi une agent de Marne-et-Gondoire qui a participé dans ces petites explications, dans ces illustrations de terrain. Encore une dernière slide de mémoire, voilà. Et cette école a été, c'est lancé là cette année. Et on fait partie des premières collectivités qui se lancent avec Nice, hein, qui a fait partie, qui a été le bêta-testeur. Et après, vous voyez, hein, d'autres collectivités. Donc, tous vos agents, tous vos élus pourront se former à la biodiversité, à l'adaptation au climat, à l'adaptation au changement climatique et à la comment on va faire diminuer le changement climatique. Voilà. Alors, un des buts, c'est bien sûr de bien utiliser ce budget, donc création de fonds de soutien hein, qui est proposé là, parce que ça va permettre, à travers des initiatives des communes, de cofinancer des productions d'énergie renouvelable, de renaturation, tu vois, par exemple les cours d'école, et de faire des travaux dans les bâtiments pour les économies d'énergie. Bref, de s'adapter ou d'atténuer les effets du changement climatique. Donc c'est un point très important ce soir. Mille merci à toutes et à tous de l'avoir voté à l'unanimité. Et puis si vous voulez retourner un peu à l'école sur ce sujet, n'hésitez pas. Budget principal, donc le budget primitif qui vous a été présenté en détail tout à l'heure. Le vote est ouvert. Merci beaucoup. Merci à Delphine Rua que vous voyez de temps en temps intervenir, donc, qui est la collaboratrice qui s'occupe des finances et qui, avec son équipe, a construit tous les éléments qui vous ont été présentés. Bon, là, on va rééditer un petit peu les mêmes démarches pour le budget assainissement, reprise du résultat de 2023. Le vote est ouvert. La traditionnelle actualisation des APCP pour le budget assainissement. Le vote est ouvert.
Merci. Le budget primitif, on reconduit la surtaxe qui permet d'alimenter le budget avec des investissements qui sont calés dans des APCP qui sont, je dis pas immuables, mais qui ont été décidés en début de PPI. Le vote est ouvert. Plus petit budget, il s'agit donc de l'adduction d'eau potable, la reprise du résultat de 2023. Le vote est ouvert. Sébastien Duplan, merci. L'actualisation des APCP. Le vote est ouvert. Et le budget primitif pour l'entretien des réseaux basé sur la même surtaxe. Le vote est ouvert. Le budget foncier compte de gestion, il n'y a rien eu. Comme ça va aller vite. On provisionne toujours au cas où. Donc, compte de gestion, le vote est ouvert. La reprise du résultat pour le budget foncier, le vote est ouvert. Et le million budgété, au cas où, il n'y a pas de projet pour le moment. Pour le budget foncier, le vote est ouvert. Le budget enseignement musical, il s'agit donc des sites extérieurs à Marne-et-Gondoire, notamment sur la commune d'agglo de Val d'Europe. Nous devons donc faire comme si c'était un budget annexe, et c'en est un d'ailleurs. Donc, la reprise du résultat pour 2023, le vote est ouvert. Isabelle, merci. Le budget primitif, donc pour les communes, Robert-Vinier, Couvray, Magny-Longres, le vote est ouvert. Ah, on sort des budgets, là, on parle de contrats de ville. Vous savez que nous avons bénéficié au cours de ces dernières années, depuis 2015, de contrats de ville qui concernent notamment le quartier Orly Park à Lagny-sur-Marne. Et puis, on devait en sortir. On nous avait annoncé que nous allions en sortir. Et fort heureusement, nous y restons. Je vais passer la parole donc à Manuel qui va vous parler de ce nouveau contrat qui n'est pas encore officiellement signé, mais c'est bientôt pour une durée de 6 ans. Manuel Da Silva. Oui, effectivement, quand on s'est vu en préfecture au mois de décembre 2023, c'était pas très bien engagé puisqu'il était question d'en sortir. Alors moi, je dirais que le principal est que nous ayons eu gain de cause et que ça soit renouvelé. Et tout cela, ben, grâce à l'énorme travail des services en très peu de temps, puisque les services n'ont pas eu beaucoup de temps pour travailler tous ces dossiers, avec juste en quelques secondes un temps de juillet à février 2024 pour la concertation avec les habitants, avec des entretiens, des réunions, des services avec les élus de la CMG et ville. Ensuite, en décembre 2023, un travail préparatoire pour la rédaction de ce prochain contrat. De décembre à janvier 2024, un comité de suivi réunissant les services de la ville, la CMG, animé par le délégué du préfet. En décembre 2023 encore, un décret fixant la nouvelle géographie prioritaire. Et puis en février 2024, des groupes de travail, des comités techniques et de pilotage
Et puis encore en février 2024, des comités techniques, comités de pilotage pour les validations de ces orientations. Le 25 mars, donc aujourd'hui, la présentation de ce contrat de ville. Et puis, contrairement à ce qui est marqué, ce ne sera pas le 31 mars, mais le 3 avril, qu'il y aura une signature tripartite entre la ville, la CMG et la préfecture. Et puis, mais c'est vrai que c'est très, très important. Alors, on peut regretter parce que d'autres quartiers de Marne et Gondoire mériteraient d'avoir ce contrat, mais c'est très, très bien que le quartier Orly Park, entre autres, avec l'école Fort-du-Bois, qui maintenant en fait partie, c'était important, ils nous ont écoutés. J'ai regretté, je l'ai dit à l'époque, que le parc des sports aurait pu aussi rentrer dedans, ça aurait été complètement d'actualité, mais ça, ce n'est pas le cas, mais c'est pas très grave. Au prochain. Hein, Au prochain, voilà. Et donc, ce contrat de ville, voilà, c'était une très, très, très bonne chose. Et encore une fois, merci aux services qui ont travaillé très vite dans l'urgence, hein, pour pouvoir être prêts pour le signer dans quelques jours. Voilà. Oui, c'est une matière un peu moins cartésienne qu'un budget, mais c'est quand même d'une sacrée importance. Hein. Bravo aux équipes là, de Sylvie, hein, qui ont vraiment travaillé très bien dans le passé, très vite pour obtenir les financements et surtout le projet. Oui, Et parce que puis, encore c'est quand continuer même le les boulot. services qui ont su mener tout ce débat et éprouver au préfet qu'on avait vraiment, vraiment intérêt à maintenir ce QPV. Une motivation énorme. Patrick Roulet. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, document super intéressant. Franchement, il a été rédigé avec plein d'indicateurs qui sont à conserver, hein. C'est limite un bilan social. Moi, j'avais quelques questions quand même. J'ai pas vu passer, vous savez, l'indice IPS, l'indice de position sociale des élèves. Donc, je sais pas si sur ce dossier-là, c'est un indicateur à mettre en place. Vous savez, c'est un indice qui est calculé par la DEP, la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Voilà, j'avais une autre question sur le décrochage scolaire. C'est un vrai sujet actuellement sur un certain nombre d'enfants qui quittent l'école ou qui n'y sont même pas rentrés. Donc, qu'est-ce que concrètement, par exemple, qu'est-ce qu'il est prévu? Et puis, un indicateur intéressant sur l'accès à la santé qui permet peut-être aux différents CCAS de s'interroger. On découvre quand même qu'on a un assuré sur 5 qui bénéficie de la complémentaire santé. Donc, ce qui est quand même un vrai sujet quand des fois on s'interroge sur les actions du CCAS. Voilà. En tous les cas, un grand merci sur la note de synthèse et puis les services qui ont pu comme ça collecter les différents indicateurs. Voilà, donc si vous avez quelques réponses à mes questions. Ah oui, pour répondre à vos merci, je vais vous passer, je vais passer la parole à Sylvie Pascal. Oui, ben, merci beaucoup pour vos retours et merci beaucoup pour les services. Concernant l'IPS, effectivement, le document n'est pas exhaustif sur l'ensemble des indicateurs, mais c'est vraiment des indicateurs qu'on suit. On essaye d'ailleurs, dans le cadre de ces contrats de ville, et la force de notre territoire, c'est d'avoir un projet qui est mené vraiment avec l'ensemble des acteurs. La force, c'est qu'en plus, il y a une culture maintenant de travail en commun, que ce soit particulièrement entre les services de la ville, les services de l'agglo, mais aussi les acteurs du territoire, les institutions, et dont fait partie l'éducation nationale. Donc même si l'indice n'apparaît pas, et je suis d'accord avec vous, c'est un indice très intéressant par rapport à l'indication qu'il donne, mais aussi aux actions qui peuvent se déployer derrière, même s'il n'apparaît pas dans ce document-là, il est pris en compte. Petite parenthèse d'ailleurs sur ces chiffres, certains sont un peu anciens, les chiffres de l'INSEE seront remis à jour au mois de juin 2024, donc il y a effectivement des indicateurs qui datent un petit peu, notamment sur le chômage par exemple, il y avait vraiment des données qui datent de 2020 et qui seront mises à jour en juin 2024. Par rapport au décrochage scolaire, alors, bon, ben, je ne vais pas être exhaustive sur l'ensemble des actions, d'autant plus que le contrat, il prévoit vraiment des grandes orientations et des pistes de plan d'action. Dans ces actions, il y a des actions qui sont déjà menées depuis 6 ans et qui ont fait leurs preuves, qui seront continuées. Je vais prendre juste 2 exemples, alors qui font partie de la lutte contre le décrochage, même si ce n'est pas exactement la thématique. On a la médiation par les pairs, c'est-à-dire des médiateurs qui apprennent aux enfants dans les écoles à faire la médiation de la gestion de conflits et le vivre ensemble. Donc ça, c'est vraiment une action qui d'ailleurs ne s'est pas arrêtée aux limites du quartier. On essaye de travailler, notamment dans le cadre du CISPD, à reporter ces actions sur l'ensemble du territoire.
Ces actions-là travaillent sur le parcours scolaire. Dans le contrat, comme vous l'avez lu, il y a aussi construire des parcours, et c'est vraiment un axe fort du contrat. On a aussi l'accueil des collégiens temporairement exclus. Donc vraiment pour éviter que l'exclusion du collège soit une fracture de plus avec l'école. Donc ça, c'est aussi une action qui a déjà été mise en œuvre, qui porte ses fruits. Pareil, elle ne s'arrête pas aux limites du QPV. Dans le cadre du CISPD, toujours, on en profite, entre guillemets, pour élargir ces actions. Il y a des conventions, notamment avec la ville de Montévrain, voilà, pour que vraiment cette exclusion, comme je le disais, ne soit pas un facteur de plus dans le décrochage. Après, c'est tout le jeu du partenariat avec les institutions. Et je le redis, la force de ce contrat, c'est vraiment la complémentarité des acteurs, la complémentarité des projets, puisque c'est des projets annuels ou pluriannuels, pour que vraiment on ait la politique publique la plus cohérente et la plus complète. Très basiquement, que tout le monde ne fasse pas des projets pour les 7-8 ans, par exemple. Là, c'est très pragmatique aussi. Mais qu'on ait vraiment cette complémentarité. Et comme vous l'avez lu dans le contrat, les parcours et la réussite éducative est un des axes très forts qui est ressorti non seulement des orientations des élus, mais aussi de la concertation avec la population. J'espère avoir répondu à ces 3 points. Eh ben, moi, je trouve, mais Patrick, vous voulez, si vous avez une Oui, non, merci précision beaucoup. De complémentaire. toute façon, l'indice, on peut le retrouver maintenant, il est publié depuis un an ou deux. L'indice IPS, on peut le retrouver sur Internet. Et puis, bon, sur la santé, effectivement, bon, c'est peut-être pas vous qui pouvez répondre, mais c'est plutôt aux différents CCAS sur la complémentaire santé solidaire, puisqu'on a un indicateur intéressant là sur la santé. Voilà, mais merci, vous avez répondu à mes questions. Merci beaucoup. Simplement une petite coquille, hein. C'est pas 28% de logements sociaux à l'ANI, hein, c'est 28% des logements sociaux de l'ANI sont à Orly Park, hein. L'ANI, c'est à peu près 22%. Et là, je vous propose d'applaudir le travail qui a été fait. Merci encore. Le vote est ouvert. Merci beaucoup. Une DUP, déclaration d'utilité publique, pour acquérir des petits morceaux de terrain et, on va dire, poursuivre le programme dont les premières livraisons, programme d'aménagement des berges de la Marne. Premier programme en 2008 qui avait été livré pour Pomponne. Et puis ensuite, vous avez les programmes sur Damar-Torigny, puis ensuite sur Lagny. Et puis là, on poursuit vers Montévrain, mais il y a évidemment quelques petits obstacles d'organisation foncière à surmonter. Donc voilà, on peut lancer une procédure de déclaration d'utilité publique. Le vote est ouvert. Merci. Vous savez qu'on a lancé donc un appel à candidature pour choisir un concessionnaire pour concevoir, financer et exploiter le futur centre aquatique de Marne-et-Gondoire à Bussy-Saint-Georges. Simplement, il s'agit là, lorsqu'il y a 3 candidats qui se sont déclarés, d'un énorme travail, et sur les 3, il y en a un qui sera choisi, donc 2 qui auront travaillé pour rien, et il est d'usage, même peut-être légal d'indemniser, de donner une indemnité aux 2 candidats qui ne seront pas retenus. Donc, je vous propose de leur, c'est pas offrir, hein, c'est vrai, mais de leur accorder une indemnité de 50 000 euros, ce qui correspond. Oui, Loïc Masson. Oui, merci. Juste une précision pour le BP tout à l'heure. Martine Duvernois et moi-même avons voté contre dans la continuité de notre vote pardon, de la dernière assemblée sur les taux d'imposition qui avaient augmenté. Donc, on est en adéquation. Alors, moi, j'ai une question. Vous dites, c'est une possibilité qui est offerte, c'est pas forcément obligatoire de le faire. Si c'est obligatoire, on m'a confirmé que c'était. Oui, d'accord. Mais par contre, comment on établit cette somme de 50 000 euros hors taxe? Parce que c'est une somme qui est quand même conséquente. On parle de professionnels qui sont habitués à concourir. Donc, moi, je me surprends en fait d'avoir une telle somme. Alors, c'était des montants qu'on avait déjà fait pour le pôle gare, Lagny-Torigny-Pomponne.
et ça correspond au travail réalisé par rapport aux architectes, études, des cabinets qui dépensent de l'argent quand même enfin, des entreprises qui dépensent de l'argent pour candidater. Parce qu'en fait, comme c'est une opération de concession, réalisation et exploitation, il y a tout l'investissement et tout le portage et tout le dessin architectural qu'il faut présenter lors de l'offre. Le vote est ouvert. Alors, Martine Vernois et moi-même, Pardon, non, Joseph, oui, juste pour préciser le vote, donc on votera contre, mais c'est pas contre le principe, c'est contre le montant. d'accord. Je vous remercie. Il y a eu des communications du président. Est-ce qu'il y a des questions sur ces communications? Écoutez, je vous propose de clôturer la séance en remerciant. Alors, il y a Natacha qui est là-bas, Anaïs, Claire qui est ici, avec Frédéric. Alors, Mathieu, on ne le voit pas, il est là-haut, là-haut, là-haut. Cyril aussi, qui est le régisseur. Sylvie, Rémi, Guillaume et Pierre. Merci beaucoup de cette séance. Y a-t-il des questions dans le public qui souhaiteraient être posées? Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.